Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils Wilke. C'est le monsieur off du média. Tous les vendredis, il nous offre les indiscrétions du monde politique et médiatique et décrypte l'actualité. Et c'est toujours un vrai plaisir. Et au sommaire de cette émission, Emmanuel Macron est-il vraiment intervenu pour inciter la candidate reconquête Sarah Knafo à se retirer au profit de Rachida Dati? Nils a enquêté. On va aussi parler de la gamelle monumentale infligée à Raphaël Glucksmann et François Hollande qui n'ont pas réussi à empêcher le Parti socialiste de s'allier avec la France insoumise au municipal. C'est parti pour les indiscrets. Bonjour Nils, ravi de te retrouver. Salut Cyril, salut à toutes et à tous. Moi aussi, très content de vous retrouver. Nils, alors c'est le dernier psychodrame des municipales à Paris. Et oui, selon Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste Emmanuel Macron aurait sauvé la candidature de Rachida Dati à Paris en demandant à sa rivale d'extrême droite, Sarah Knafo, de se retirer. Mais est-ce que c'est vrai ? Ah bah ça, c'est la question à 1 million. Le candidat PS à Paris a lâché cette petite bombe au lendemain matin de son débat face à Rachida Dati et Sofia Chikirou sur BFM. Regardez. Nouveau coup de pression dans la campagne parisienne. Ce matin, le candidat socialiste lâche une accusation grave à la radio. Emmanuel Macron est intervenu, c'est beaucoup de vos confrères qui nous l'ont relayé, pour faire en sorte que l'extrême droite se retire au profit de sa candidate. Voilà, alors l'intervention d'Emmanuel Macron aurait lieu à différents niveaux auprès d'intermédiaires, auprès de gens qui ont historiquement soutenu Reconquête, c'est ce que soutient Emmanuel Grégoire. Et surprise, l'Élysée, puis Macron, en personne, démente ces affirmations. Oui, et puis avec des propos plutôt véhéments. Le président de la République a répondu en direct de Bruxelles où se tenait un conseil européen auquel il assistait. Voilà, regardez sa réaction. Écoutez, ces propos n'ont aucun sens. Ils déshonorent un peu la personne qui les dit comme ça à l'emporte-pièce, parce que c'est pas sérieux. Donc non, je ne connais pas Madame Knafo à titre personnel et je n'interviens pas du tout dans ces municipales. Alors c'est quand même assez rare, Cyril, que la présidence démente aussi rapidement, même si évidemment ça peut arriver. Alors vous vous en doutez, tous les journalistes politiques de la place parisienne, de France et de Navarre, dont votre serviteur, ont tenté d'en savoir plus tout au long de la journée d'hier. Alors sans grand résultat pour le moment, mais quand même, on a appris quelques petites choses. Alors curieusement, d'abord, Emmanuel Grégoire a baissé d'un ton lorsqu'il a été relancé par la presse sur ses propos dans l'après-midi. Et c'est Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, qui est sorti de sa retraite tunisienne pour soutenir le candidat socialiste et l'aider éventuellement, pourquoi pas, à sortir de ce qui pourrait s'avérer être un mauvais pas. Cela étant, Macron n'est pas tout blanc dans cette histoire. Oui, à minima, parce qu'il est bien intervenu dans la campagne parisienne, contrairement à ce qu'il affirme, contrairement à ce que son entourage affirmait. Et d'ailleurs, on en a parlé dans cette émission ces dernières semaines. Et c'était flagrant, notamment mercredi, après le Conseil des ministres, on l'a entendu mettre en garde les élus et les électeurs. Écoutez, la porte-parole du gouvernement, c'était donc à l'issue du Conseil des ministres mercredi. Sans commenter le résultat de ce premier tour, puisqu'il a indiqué que ce n'était évidemment pas son rôle, le président a tenu à souligner dans ce moment l'importance que personne n'oublie, que les extrêmes, où qu'ils soient, demeurent dangereux pour la République. Il a insisté sur le fait que les arrangements des partis ne devaient pas faire oublier quelques principes. D'une part, on ne peut pas oublier les discours et les actes d'excès d'où qu'ils viennent, et d'autre part, on ne peut pas oublier les principes républicains niés d'où que cela vienne. Voilà, donc ça c'est pour peaufiner sa stature de chef d'État à la Jacques Chirac. Il joue à mettre la France insoumise et le RN sur le même plan. Sauf que les insoumis ne sont pas anti-républicains, contrairement au RN et à leurs alliés. Bref. Alors dimanche soir à l'Élysée, lors du premier tour des municipales, Emmanuel Macron a déploré en petit comité le mauvais score de Dati, selon mes informations, avec une obsession, obliger Bournazel, le candidat Horizon, à se désister au profit de sa championne. Voilà ce qu'a déclaré une source à l'Élysée.
Et c'est le secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin, qui a été missionné pour appeler Gabriel Attal, qui n'a plus de contact personnel avec Emmanuel Macron, pour lui mettre la pression, selon mes informations. Alors la suite, on la connaît, Pierre-Yves Bournazel s'est désisté au profit de Dati en fusionnant sa liste, mais s'est personnellement retiré de la campagne à la surprise générale, et il a reçu quand même le soutien de plusieurs cadres et grandes personnalités politiques. Il y a eu notamment Alain Juppé, pour qui il a fait campagne en 2016, mais aussi de nombreux macronistes historiques qui ne supportent pas que Macron s'obstine à soutenir Rachida Dati. Rachida Dati, c'est l'antithèse des promesses de Macron en 2017. La probité en politique, le respect des électeurs, le renouveau de la vie démocratique. Mais bon, Brigitte Macron adore Rachida Dati, vous comprenez? Voilà ce que me déclare notamment une ancienne ministre macroniste. Oui, Nils, en fait, Rachida Dati est l'amie de l'épouse du président de la République, Brigitte Macron. Oui, ça fait depuis 2017, même si Rachida Dati est très critique du macronisme, elle est fine mouche, c'est une très bonne politicienne, elle a séduit Brigitte Macron, qui a toujours été fascinée, disons, par les personnes atypiques, on va dire, pour rester poli. Rappelez-vous notamment de son amitié avec Mimi Marchand, la reine de la presse people, une ancienne taularde, pas vraiment le profil le plus recommandable, mais bon, ça, c'est Brigitte Macron. Bref, en tout cas, autant pour l'absence d'implication du président dans la campagne parisienne. Et puis, de façon plus générale, Emmanuel Macron nous a habitués à dissimuler des vérités. Oui, ou en tout cas jouer avec la vérité. Par exemple, lors de la dissolution désastreuse à l'été 2024, le président a été pris la main dans le sac, notamment dans l'Hérault, où le député macroniste du CRU, Patrick Vignal, a affirmé que le président l'avait personnellement appelé pour lui demander de se maintenir au second tour dans une triangulaire contre la candidate de gauche, pour faire gagner l'extrême droite. Voilà ce que disait Patrick Vignal à Midi Libre. J'ai reçu de nombreux appels depuis dimanche soir, y compris du président de la République, pour me demander de ne pas abdiquer, des messages me disant que la victoire était possible. Bon, enfin, la victoire n'était pas possible. Alors après, évidemment, Vignal est revenu sur ses propos en disant que sa langue avait fourché, mais il n'empêche que c'est bien l'extrême droite, in fine, qui a triomphé avec l'élection de Charles Aloncle dans le secteur. Mais si vous savez, ce député qui est aussi entrepreneur et qui est rapporteur en ce moment de la commission d'enquête sur l'audiovisuel, c'est lui qui est en croisade contre le service public et qui multiplie les outrances et les contre-vérités à l'Assemblée. Alors en plus, début janvier, le Figaro a sorti un classement tout à fait empirique sur les 200 jeunes qui feront la France de demain. Voyez en photo, la photo pour illustrer cet article du Figaro Magazine, qui figure en premier plan en jaune canari, Sarah Knafo dit donc elle-même. Et juste derrière elle, on remarque un certain Charles Aloncle. Alors c'est une mise en scène assez ridicule à laquelle ont d'ailleurs participé plusieurs personnalités, y compris des macronistes. On voit notamment la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. C'est d'ailleurs ce soutien médiatique des groupes Dassault et Bolloré qui a contribué à lancer médiatiquement Sarah Knafo. Et en réalité, Macron suit avec une attention toute particulière la montée de Sarah Knafo et participe à son lancement dans la vie politique nationale, laquelle le lui rend bien. Ce matin sur BFM, elle dément toute intervention du président, évidemment. Monsieur Grégoire est un politicien depuis tellement longtemps qu'il ne peut même pas envisager que dans la vie, parfois, il y a des sacrifices parce qu'on a le sens des responsabilités. Parce qu'il appartient à un parti de magouilleurs et qu'il pense que tout ne repose que sur les magouilles. Et moi, je lui dis, je vais vous surprendre, monsieur Grégoire, parce que mon retrait ne repose sur aucune magouille. Il repose sur mon sens des responsabilités. Voilà, alors il y a d'autres canaux quand même, c'est-à-dire que Emmanuel Macron n'est pas obligé d'appeler personnellement chacun. Il a évidemment des émissaires personnels, d'autres qui sont informels, des conseillers, pour faire passer toutes sortes de messages. Alors, petite information pour le média, j'ai appris ce matin que le président serait même intervenu auprès de Bolloré, de Vincent Bolloré, pour inciter Sarah Knafo à se retirer. Alors, l'Élysée dément catégoriquement cette information. Il n'empêche que des contacts auraient bien été pris. Et c'est vrai que Vincent Bolloré, c'est quand même quelqu'un qui compte dans la fachosphère, à l'extrême droite et à droite aujourd'hui en France. Et donc, c'est difficile de lui dire non au regard de son influence médiatique et politique aujourd'hui. Parce que Sarah Knafo, il est dit qu'elle se fiche finalement de Paris ? Oui, elle se fiche pas mal de Paris. Pour elle, seul compte 2027, et ça, Emmanuel Macron l'a bien compris. À ses yeux, elle peut contribuer à affaiblir une candidature du Rassemblement national à la présidentielle, et notamment celle de Jordan Bardella, dont la jeunesse est mise en avant.
Le chef de l'État, notamment, se régale des tensions entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Regardez, à Lille, notamment, c'était avant-hier. Et là, je voterai pour lui. Parce que dans le pays qu'on est, il faut du jeune. Voilà, je pense qu'on est de la même génération. On est avec méfiez-vous parce que vous avez raison pour Jordan Bardella et pour Pierre. Voilà. Mais enfin, Macron, il était jeune et il a quand même fait vraiment quelque chose d'épouvantable. Oui, mais il faut aussi se méfier de ça. Voilà, alors Marine Le Pen, effectivement, confrontée à son âge, ça fait mal. En tout cas, le calcul d'Emmanuel Macron, c'est évidemment d'essayer d'affaiblir l'extrême droite, ou en tout cas d'essayer de s'affirmer comme rempart à l'extrême droite avant son départ en 2027. Ça, c'est pour évidemment façonner sa légende. Mais le président de la République, et on en a parlé très souvent dans cette émission, n'est pas exempt d'ambiguïté lui-même avec l'extrême droite. On se souvient qu'il a donné des entretiens à Louis de Raguenel dans Valeurs Actuelles, qu'il a qualifié Pétain de grand homme, ou encore qu'il a permis à 122 députés Rassemblement National et apparentés de faire leur entrée à l'Assemblée en luttant contre le Front républicain, notamment donc à la suite de la dissolution en 2024. Donc peut-être qu'Emmanuel Grégoire n'est pas si loin de la vérité. Affaire donc à suivre dimanche. Et on passe à notre deuxième sujet du jour, c'est le somme de François Hollande et de Raphaël Glucksmann. Ouais, c'est même un somme intersidéral qui frappe les deux pseudo-socialistes et leurs alliés après ce premier tour des municipales, et pour cause. Alors non seulement il y a effectivement une poussée de la France insoumise, même si Glu-Glu s'en défend, mais c'est surtout que leurs appels à éviter une alliance entre le PS et LFI ont fait un bide au niveau local. Souvenez-vous, François Hollande, l'ancien président, n'a cessé de torpiller tout projet d'accord national entre le PS et LFI, malgré le danger de l'extrême droite. Et il l'a redit le 16 mars, c'était sur France Inter. C'est une dynamique. Je ne sais pas ce que sera la position. La clarté veut dire quoi? Veut dire la clarté, ça veut dire on ne fait pas d'alliance et on mobilise tous les électeurs qui veulent faire gagner la gauche. Et on dit aux électeurs qui ont voté insoumis au premier tour, avec des niveaux qui ne sont d'ailleurs pas très élevés, mais écoutez, venez préserver la conduite d'une politique à gauche, à Brest, à Rennes, à Nantes et dans la plupart des villes où le bilan porte plutôt à conséquence. Voilà, donc pour François Hollande, plutôt le RN que LFI. Je résume un peu schématiquement, mais c'est ça en fait. Ça en dit long finalement sur son positionnement politique. C'est comme Raphaël Glucksmann qui passe plus de temps à taper sur LFI qu'à lutter contre l'extrême droite. Regardez notamment sur France Info, c'était juste le lendemain, dis donc, de l'intervention de François Hollande. Sérieusement, on nous explique qu'il faut faire un front antifasciste. Déjà, c'est quand même difficile de croire à un front antifasciste quand il s'agit de centre-droit. Mais alors, à Strasbourg, la menace, c'est quoi? C'est Madame Trautmann, c'est une social-démocrate, c'est une socialiste. Et ça justifie une alliance avec un parti qui tient des propos antisémites, qui foule au pied les principes de la République, qui brutalise le débat public et qui s'oppose fermement au progrès de la construction européenne ou à la lutte contre les régimes autoritaires. Non mais vraiment, vous pensez sincèrement que Madame Trautmann est une menace qui justifie de tels accords? Et puis François Hollande a œuvré en sous-main, effectivement, pour faire échouer tout accord national avec la France insoumise. Résultat, avant le premier tour, le bureau national du PS publie un communiqué appelant localement les militants insoumis à se désolidariser clairement et pleinement des propos de Jean-Luc Mélenchon qualifiés d'antisémites. Et puis à Brest, on a vu François Hollande, par exemple, s'impliquer personnellement pour inciter le maire sortant socialiste donc à refuser toute alliance avec LFI pour tenter de rassembler toute la gauche. Écoutez. Et François est un ami de 30 ans, comme disait je ne sais plus qui. Ouais, de 40, on va dire. De 40, allez. On se connaît bien et il vient régulièrement ici à Brest, en dehors des campagnes électorales. Et du coup, Nils, ça a donné quoi? Quel est le résultat? Ça a donné, notamment à Brest, l'improbable fusion entre le maire socialiste et les insoumis au municipal, comme quoi on peut être un ex-président, un ancien dirigeant du Parti socialiste, puisque François Hollande a été effectivement le prédécesseur d'Olivier Faure comme premier secrétaire du Parti socialiste. On ne peut pas dire effectivement que sa stratégie et celle de ses alliés soit un succès, c'est un euphémisme. En plus, voyez, regardez le somme de François Hollande. L'ex-président avait soi-disant promis à son ami de 40 ans, comme il l'a dit dans la vidéo précédente, qu'il allait le soutenir malgré son alliance avec LFI. Eh bien, il est privé de communiquer
comme on est privé de dessert, hein, c'est ce que nous dit France 3. Voilà, donc Hollande, il est un petit peu vexé, manifestement. Puis c'est vrai aussi qu'au Parti socialiste, on constate qu'il y a la théorie et le réel. La théorie, c'est qu'effectivement, il faudrait, dans l'idéal, ne pas s'allier avec la France insoumise, ne pas dépendre non plus des écologistes pour gagner. Mais bon, il y a le réel, effectivement. Il y a parfois même des villes où la liste France insoumise est arrivée devant la liste de gauche unie et se retrouve face à un candidat de droite, par exemple Toulouse ou encore Limoges. Autre configuration, il y a les villes où le PS, bien qu'en tête, est quand même talonné très sérieusement par la droite et menacé d'une défaite. À Nantes, notamment, le bastion socialiste est tenu par Johanna Rolland, où le candidat LR est arrivé dans un mouchoir de poche. Bon. Il y a aussi le maire sortant socialiste de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, qui a également annoncé la fusion technique de sa liste avec celle de LFI, conduite par la députée Marianne Maximi. Bref, dans ces villes, les candidats PS, pas fous, ont décidé de fusionner leur liste avec la France insoumise pour tenter de sauver leur poste. Et évidemment, ça fait enrager Glu-Glu. Oui, j'aime bien donner des petits noms à Raphaël Glucksmann, Hollande et leurs camarades anti-insoumis. Et d'ailleurs, Olivier Faure a joué les trolls de compétition sur X, anciennement Twitter. Oui, il a partagé des articles qui montrent que même le maire de Tulle, le fief de François Hollande, le fief historique, eh bien, il s'allie à une liste de la France insoumise où le maire Bernard Con, effectivement, c'est une liste dirigée par un communiste, mais qui comprend des Verts et un insoumis. C'est quand même assez humiliant pour l'ancien président. Comment expliquer cette faille entre le discours officiel du PS et les alliances au niveau local, Niels ? Parce qu'en réalité, le Parti socialiste n'a jamais été capable de surmonter le bilan du quinquennat de François Hollande. Violence policière, mépris du droit du travail, politique pro-patronale, ascension de Emmanuel Macron. On lui doit notamment effectivement l'élection d'Emmanuel Macron, la fin de la bipolarisation gauche-droite qui lui a porté un coup quasi fatal en 2022. Au PS, on rappelle le score d'Hidalgo au niveau national, 1,7% en 2022. Bon, ça fait quand même très mal. Alors le PS ne s'est pas seulement bourgeoisé, parce que ça c'est un reproche qu'on peut faire à beaucoup de partis politiques, y compris d'ailleurs à la France insoumise. Tous ces candidats à la France insoumise ne sont pas issus du milieu populaire, c'est peu de le dire. Mais le Parti socialiste est quand même devenu un parti bureaucratique sans vision réelle pour le peuple de gauche. Il n'y a pas non plus de programme qui est vraiment digne de ce nom, alors que la France insoumise a bossé depuis des années à former une nouvelle génération de cadres, même si Mélenchon fait toujours de la résistance. Et d'ailleurs, l'hypocrisie quand même suprême de certains socialistes, c'est de critiquer des alliances avec la France insoumise, alors qu'ils ont formé ensemble le nouveau Front populaire sous la pression, effectivement, du peuple de gauche. Alors tout ça est la preuve quand même que le Parti socialiste n'a jamais véritablement rompu avec la France insoumise, malgré les grandes déclarations et surtout les critiques et parfois les insultes, les invectives, il faut bien le dire, de Jean-Luc Mélenchon ou de ses alliés. On rappelle par exemple que Sophia Chikirou a comparé le PS à des punaises de lit. Voilà, c'est pas très sympa. Et rappelez-vous comment le patron de LFI a qualifié les socialistes, c'était le 4 mars dernier en meeting. Ils disent, au deuxième tour non plus il n'y aura pas d'accord. Alors tout le monde entend, ils rompent l'accord. Penses-tu ? Vous savez ce que c'est des gros combinards. Ils vont pas nous coûter trop cher, je pense, à acheter pour le deuxième tour, là où on les achètera. Mais quand même, quand ils disent il n'y aura pas d'accord national, ça veut dire faites votre tambouille localement. Et ils sont tous là à se dire aïe aïe aïe, pourvu qu'on y arrive avec la droite sans les insoumis. Voilà, difficile de donner tort à Jean-Luc Mélenchon, et c'est bien ce qui fait honte à de nombreux classiques du PS. Écoutez. Jean-Luc Mélenchon cherche à anéantir le PS avant 2027, alors qu'il n'a aucune chance de gagner face au RN. La seule configuration où l'extrême droite gagne, c'est face à Mélenchon. Il nous fait aller droit dans le mur. Voilà, alors en tout cas, Cyril, la pression, elle est maximale sur la France insoumise avant ce second tour, à la fois de la part des autres partis de gauche, mais aussi des médias mainstream et du patronat. Oui, Toulouse d'ailleurs est un bon exemple. Qu'est-ce qui se passe à Toulouse, Niels, actuellement ? C'est particulièrement moche comme fin de campagne, comme beaucoup de campagnes municipales, mais enfin Toulouse quand même, c'est assez spécial. On a François Piquemal, donc, qui est le député LFI du Cru, qui a réussi à faire alliance avec les autres forces de gauche, y compris d'ailleurs le Parti socialiste, on l'a dit, au grand désespoir de François Hollande et de Glu-Glu. Et puis on a La Dépêche, propriété de la famille Vallée, le quotidien régional qui se déchaîne à son égard. Il y a d'abord une tribune de personnalités locales qui appellent à voter Jean-Luc Moudenc, le maire LR sortant.
Voilà, donc grande tribune, chefs d'entreprise, médecins, artistes, sportifs, commerçants qui défendent la candidature du maire de droite, sortant face à une gauche unie. Voilà, ça donne le ton. Et puis il y a aussi cette alerte locale du patronat 2 jours avant, et même le patron du MEDEF local qui alerte face à la bordélisation des insoumis à la métropole, les usines Airbus et les emplois aéronautiques fileront à Hambourg ou ailleurs. Voilà, donc une alerte très sérieuse lors d'un entretien à la Dépêche. Alors le chantage à l'emploi, la ficelle est un peu grosse de la part du patronat. Mardi, la chaîne Ici Occitanie, le service public, a tenté de vérifier auprès d'Airbus, qui est le premier employeur de la région, effectivement, la réalité de ces craintes politiques. Aucune réponse. Le consortium européen qui évalue actuellement une future implantation pour construire le successeur de l'A320 Neo observe évidemment une prudente réserve et ne s'exprime pas publiquement. C'est ce qu'expliquent nos confrères du service public. Ceci dit, ici Occitanie est allé poser la question sur un désengagement possible d'Airbus de la Ville Rose à un économiste, Marc Ivaldi, qui est professeur à la Toulouse School of Economics. Non, répond-il, ce n'est absolument pas plausible. Regardez Lyon, une ville très industrielle. Les entreprises sont-elles parties à l'arrivée du maire écolo? Non, il n'y a aucune chance que ça arrive à Toulouse. Bref, c'est surtout un coup de pression du MEDEF local qui a fortement d'ailleurs déplu à Airbus. C'est ce que révèlent nos confrères de Libération. Et puis hier, la Dépêche a posé des questions assez dégueulasses. Je pèse mes mots au candidat Piquemal. Regardez. Est-ce que vous suspendrez le drapeau de la Palestine au Capitole? Est-ce que vous supprimerez le jumelage avec Tel Aviv? Voilà, donc Gaza, antisémitisme, enfin c'est un peu la totale. Et les médias se sont aussi fait le relais d'une opération de déstabilisation contre Piquemal. Cette fois, c'était lors d'une cérémonie d'hommage rendue aux victimes de Mohamed Merah. Il y a eu justement des insultes ignobles, notamment homophobes à son égard. Oui, alors les médias en ont fait des huées, entre guillemets, voilà, donc c'est quand même un petit peu fort de café. Regardez ce qui s'est passé notamment. J'ai un peu la haine en eux. Voilà, alors on va laisser le mot de la fin à Latifa Ibn Zaiten, c'est la mère d'Imab, ce militaire qui avait été assassiné à Toulouse le 11 mars 2012. C'était la première victime du terroriste Mohamed Merah, et donc elle intervenait sur Sud Radio. Écoutez-la. En tout cas, il est là, le peuple, les gens qui insistent et qui sont là pour nous, il ne doit pas siffler. Moi, c'est tout ce que je vois. On ne peut pas siffler parce qu'il y a un prétendant qu'on ne l'aime pas. Il y a une politicienne qu'on l'aime pas, il est là. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec cette genre de politique, mais voilà, mais c'était façon de faire. Moi, je trouvais que c'était très dur. Et comment vous regardez? Moi, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Franchement, j'ai dit mon Dieu, c'est quoi? Heureusement que j'étais pas là, sinon je serais tombée malade. Déjà de loin, j'ai tombé malade. Alors de voir ça. Voilà, c'est un peu le symbole de la dignité et le refus de la haine et de l'extrémisme. C'est déjà la fin de cette émission, et surtout, n'oubliez pas de voter dimanche contre l'extrême droite. Effectivement, le message est passé. Nils, merci à toi pour toutes ces indiscrétions. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci Nils. Merci à vous, à bientôt. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous soutenir sur soutenez.lemediatv.fr si justement on veut lutter contre l'agenda réactionnaire des milliardaires. Merci à vous et je vous laisse avec la suite de nos programmes.